Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click pour une vidéo de presque qualité. Je suis là avec l'ami Kerr pour en parler. Et alors, on a du très très lourd dans les news aujourd'hui. Alors du très lourd en très très bien Salut. et du très lourd en vraiment pas très très bien. On va en parler. Alors, l'ami Kerr, c'est toi qui commences avec ta première news, la news habituelle, celle que les gens attendent presque le plus. J'ai juste hyper hâte de vous dire ma news d'après. Kerr, vas-y. Quelles sont tes actualités? Alors moi, je vais commencer bien évidemment par le point pognon, avec le point américain Free Guy avec Ryan Reynolds en tête du box-office depuis 2 semaines. Alors c'est un carton d'après BFM TV qui a tweeté ça. Alors pas du tout, hein, c'est pas un carton. C'est juste 18 millions de dollars pour ce deuxième week-end, ce qui est quand même pas terrible. C'était un petit week-end aux US. Au moment où on enregistre, donc on est vers la fin du mois d'août, au moment où vous le regardez très probablement aussi, avec un total de 58 millions de dollars pour Free Guy. Le box-office américain est très particulier et va pousser les majors à réfléchir très sérieusement à la suite des événements, parce que là, il y a beaucoup de films qui se sont vautrés, notamment The Suicide Squad, qui a récolté que 50 millions de dollars aux États-Unis pour l'instant, ce qui est vraiment très peu. En 5 semaines, enfin en 5 week-ends, 140 millions de dollars. Au niveau mondial, c'est vraiment peu. C'est un très gros échec pour DC. Alors il y a la critique sur la chaîne, il y a l'avis de Greg. Moi, je pense que le film mérite vraiment qu'on le voit. Donc du coup, je trouve que cet échec est pas justifié, mais même à côté de ça, tu vois, Jungle Cruise, c'est pas folichon non plus avec 92 millions de dollars aux US. Don't Brave 2, le premier avait fait beaucoup parler. Bon, on s'attendait pas non plus à un ouragan dans les salles pour Don't Brave 2, mais c'est vraiment petit avec 19 millions de dollars. Et alors, il y a un truc, mec, mais c'est un truc de malade. Le nouveau film de Hugh Jackman qui s'appelle Réminiscence a fait 2 millions de dollars pour sa sortie initiale, film de la Warner quand même, avec un gros casting et un budget de genre 80 millions de dollars. Tu te rends compte, 2 millions de dollars pour ce truc, c'est complètement dingue. Et au niveau mondial, alors attendez que la page s'ouvre, globalement sur 2021, Fast and Furious 9 fait son petit bonhomme de chemin, mais c'est pas folichon avec presque 700 millions de dollars. Vous allez me dire, c'est déjà énorme, oui, mais on est loin de ce qu'avaient fait les précédents Fast and Furious. Et puis pour ce qui est du cinéma américain, c'est très loin derrière, hein. C'est Godzilla vs Kong qui est 4ème, battu par des films chinois. On a Black Widow qui est à même pas 400 millions de dollars. Cruella, le film de Disney, est à 200 millions. Alors pourquoi est-ce que je vous dis qu'il faut réfléchir à la suite de comment est-ce que les majors vont voir les sorties ciné ou pas? C'est parce que là, on est vraiment dans une situation qui est un peu complexe, avec des cinémas qui sont maintenant tous ouverts, mais le public qui ne s'y déplace pas totalement. En France, il y a le pass sanitaire qui a réduit le nombre de... Mais on reparlera de la France après. Qui a réduit le nombre de spectateurs. Et puis, il y a aussi les sorties simultanées sur les plateformes, que ce soit HBO Max avec les films de la Warner ou Disney+, qui fait que, alors il y a des géants qui vont le voir sur la plateforme, mais c'est aussi une énorme porte ouverte au téléchargement illégal, ça a des conséquences sur l'exploitation des films en salle. Donc on a une petite année ciné pour l'instant. Je vais continuer avec une petite info chinoise avant de passer sur la France. Avec en Chine, vous savez, comme l'avait très bien expliqué Greg dans la vidéo sur la Chine, que je vous invite à regarder sur la chaîne, le nombre de films américains qui sortent chaque année en Chine est limité. Il faut remplir un nombre de critères incroyables et puis passer dans la moulinette de la censure, en veux-tu en voilà. Et Lucas de Pixar est sorti en Chine, pardon, et il s'est complètement vautré. Or, ça faisait plus de 2 mois que les Chinois n'avaient pas eu un film américain en salle. Et ben le Lucas de Pixar, qui est sorti directement sur Disney+ en France, s'est vautré. Et en France, au moment où nous enregistrons la vidéo, c'est le film Bac Nord qui est en tête devant un film
que vous n'aviez peut-être pas envisagé aussi fort, mais qui pourtant sera un des grands gagnants de l'été. C'est Pas de patrouille, le film, qui est deuxième. Baby Boss 2 d'Universal fait très peu de bruit, mais est troisième. OSS 117 et quatrième. Et Kaamelott est cinquième. OSS 117 qui a dépassé le million d'entrées. Mais là, pareil, il y a une forte baisse des entrées liée à l'instauration du pass sanitaire. Donc voilà, il y a même le producteur, je crois, du film Titan qui a dit que le pass sanitaire avait tué son film. Bon, on rentre pas dans le débat, mais il y a un effet évident entre l'instauration du pass sanitaire et les entrées en salle. C'est normal, hein, et tout le monde n'a pas le pass sanitaire. Donc voilà. À toi, mon cher Greg. C'est Jean-Michel Avou. À toi, Greg. Du coup, eh bien, ma première news, c'est ma news choc, ma news coup de gueule, ma news déception. J'en étais sûr. Ma news, c'est juste pas possible. Il y a quelques années, Shinichiro Watanabe, si je ne massacre pas son nom comme j'ai pu le massacrer une ou deux fois, quelques noms sur cette chaîne, et en fait avait fait un chef-d'œuvre de l'animation qui est la série d'animation Cowboy Bebop, que certains d'entre vous connaissent, qui est mon coup de cœur adolescent. J'ai découvert, enfin franchement c'est ça qui m'a mis à l'animation japonaise. Et je pense que le personnage principal, qui s'appelle Spike Spiegel, est un des personnages les plus charismatiques qu'on ait eu dans l'animation japonaise. Pas dit le plus, un des plus. Et du coup, qu'est-ce que fait Netflix ? Netflix, alors beaucoup de personnes aiment beaucoup Cowboy Bebop, qui a l'énorme qualité d'être une nouvelle licence, et en plus d'avoir un début, un milieu et une fin. Dans la série, ils ont fait un petit film histoire de nous donner un petit peu plus, on appelle ça le côté fondant du chocolat du cookie, mais c'est vraiment pour nous en donner un petit peu plus. Mais le truc, c'est que c'était une œuvre qui était complète. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Ça s'arrête très bien. On est très content, on est triste, on est content, on est triste, mais ça s'arrête très bien. Et Netflix, ils ont vu tout ça. Ils ont vu ces gens, cet amour que les gens avaient pour cette œuvre. Et ils se sont dit, on va mettre du pognon et on va la faire avec des vrais acteurs. C'est sans doute une très bonne idée. Et on a eu les premières images. Alors, Roupi, je te laisse mettre ça. Donc bon, un acteur qui en soi est plutôt bon. C'est John Cho, si je ne me trompe pas. Mais alors là, quel choc. Quel choc. Alors là, vous pouvez vous dire... oui, pourquoi est-ce que tu te plains dans Ranger Power de l'espace, c'est pas moins bien. Le truc, c'est que pour moi, Cowboy Bebop, c'est une des meilleures séries de l'histoire, en fait. Et là, ils ont massacré les personnages. Les costumes sont nuls à chier. Ils sont pas terribles. C'est vraiment, enfin, le massacre est total. Et alors, le truc qui va pas du tout, c'est qu'ils font tous beaucoup trop propre. Est-ce que tu peux mettre des images de l'anime, s'il te plaît, quelques photos pour qu'on puisse avoir une comparaison. Et en fait, le truc, c'est qu'ils ont voulu. Donc, Spike Spiegel, il a un costume. Il a un costume qui est vraiment qui incarne sa personnalité. Et là, en fait, ils ont voulu refaire ce costume, mais en mode beaucoup trop propre, signé par Feu Karl Lagerfeld ou j'en sais rien. Mais ça va pas du tout. Ils nous ont massacré une quantité d'animes sans compter. Fullmetal Alchemist, Death Note. On a quand même eu une palanquée de reboot, enfin de remakes qui ont été faits qui étaient vraiment pas beaux. Mais là, il y en a un qui était pas mal, là, on avait dit. Vous avez pas le droit. Bleach, c'était pas trop mal. Moi, je l'ai pas vu. Je dis j'arrête les frais. Mais si, on a fait une vidéo dessus. Le médecin m'a dit qu'il fallait que je ménage mon cœur. Que je fasse attention. On a fait une vidéo dessus. Et du coup, j'ai pas fait. Mais le truc, c'est que donc finalité, touchez pas à ça. Pourquoi comme ça pousser les gens à se faire du mal. Regardez Spike Spiegel, il a la classe de malade. Enfin, c'est vraiment, et en plus, le truc, c'est que le concept de base, il est impossible. En fait, le personnage de Spike Spiegel est un mix de plusieurs acteurs, personnages hyper charismatiques au Japon, et c'est comme ça qu'ils l'ont designé.
Ah, je sens que je vais vraiment pleurer des larmes de sang le jour où ça va sortir. Je peux donner mon avis, pas beau moi ce que vous nous faites, hein. De quoi? Ouais. Et on n'a pas j'aimerais encore donner vu mon les avis. effets spéciaux, parce que ça se passe dans l'espace et c'est avec une mythologie à la Star Wars. Donc les hommes ont colonisé tout le système solaire, on se balade de planète en planète, il y a des combats spatiaux. Là, juste sur les costumes, ils sont foirés, alors sur les combats spatiaux, je suis moyen confiant quand même. Bref. Bah moi, je suis très rassuré. Je suis très rassuré, je trouve que c'est déjà plus réussi que l'anime. C'est vrai. Donc, Plus réussi que l'anime. Ouais. Ah ouais, donc t'es dans le troll total. Que je n'ai jamais vu. Je tiens à le souligner. Attention, parce que on ne sait pas. Sous ta chaise, essaye de toucher sous ta chaise. Tu as soit comme ça un gilet de secours, soit c'est une bombe. Attention. Bon. Non mais c'est pour ça que j'ai fait un petit tweet pour rigoler, parce que quand j'ai vu les photos, je me suis dit oh là là, il doit être en panique. Mais oui. Bon bah écoute, on verra bien. Il faut pas juger non plus l'ours avant d'avoir vendu la peau du chasseur. Une catastrophe. Comme on dit si bien. Catastrophe. À moi? Vas-y. Alors moi, je vais rester dans les conflits. Alors toi, t'as un conflit entre l'adaptation de Cowboy Bebop et voilà. Et moi, je vais vous reparler de Disney qui est en embrouille avec des actrices concernant l'exploitation en salle des films récents sortis. Donc je mets tous les mots dans le sens inverse à la Yoda. Par exemple, Black Widow et Cruella. Alors Cruella, ça s'est réglé. Emma Stone envisageait de poursuivre Disney sur l'exploitation en salle et sur Disney Plus de Cruella. Alors je rappelle un peu le contexte. Les actrices se plaignaient du fait que une partie de leur rémunération soit liée uniquement à l'exploitation en salle. Ça, c'est dans le contrat. Or, Disney se fait des pépettes en vendant le film sur Disney Plus. Et là-dessus, les actrices ne touchent rien. Ça, c'est bien, ça a bien été confirmé, elles ne touchent rien. Et ça a bien été confirmé aussi que dans le contrat, c'est marqué que c'est exclusivement une exploitation en salle des films. Alors, il y a eu plein de rageux qui ont tapé sur les actrices en disant mais de quoi elles se plaignent, il y a des gens qui gagnent $1,5 par mois. Elles vont quand même pas se plaindre avec leur fortune. Alors, c'est vrai, on peut le voir comme ça. On peut aussi voir le fait que Disney gagne beaucoup. Et que quand il y a un contrat, il est bien aussi que les personnes qui ont participé à la conception et au succès du film récupèrent une partie des bénéfices, j'ai envie de dire. Et pour Cruella, en fait, Disney a signé un contrat avec Emma Stone avec Emma Stone pour une suite Cruella 2. Et alors, du coup, c'est là où je me suis rendu compte que Emma Stone, vous allez me dire, mais c'est énorme, mais en fait, comparé à certains mecs sur certains films, je trouve ça dingue. Emma Stone qui porte Cruella sur ses épaules du début à la fin. Et d'ailleurs, Emma Stone n'a pas compris le principe de jouer dans un blockbuster, puisque elle est excellente dans certaines scènes. Mais vraiment excellente. Elle joue, par exemple, il y a une scène devant une fontaine où elle fait un monologue. Elle crève l'écran. Et alors que dans les blockbusters, normalement, on fait sa scène pliée et puis basta, il n'y a pas de perf. On n'est pas là pour un Oscar. Mais bref, Emma Stone joue très bien, elle porte le film sur ses épaules et elle a été payée $8 millions. C'est ce qu'a eu, je crois, Robert Downey Jr. pour apparaître quelques minutes dans Spider-Man, le premier du nom, Homecoming. Donc, alors, on le savait déjà que les femmes étaient beaucoup moins payées à Hollywood. Ça se confirme. Et là, en fait, Emma Stone a signé un contrat où sur le 2, elle sera payée un peu plus de $10 millions. Donc pour que les poursuites s'arrêtent là. Et pour Scarlett Johansson, c'est pour Black Widow. En fait, la première réaction de Disney a été de dire qu'elle n'était pas solidaire en période de Covid. Ça, c'était vraiment dégueulasse de la part de Disney. Mais on en avait déjà parlé dans la précédente vidéo news. Et là, en fait, ça se réglerait en interne avec un gros chèque pour Scarlett Johansson. Mais il y a quand même eu une communication officielle où, en gros, un mec de chez Disney a dit oui, mais en fait, dans le calcul du box-office, on avait quand même mis les bénéfices qu'on s'est fait sur Disney+, ce qui est faux. Du coup, l'avocat de Scarlett Johansson est monté au créneau pour dire qu'il fallait pas se moquer du monde. Mais ça va continuer comme ça. Il y a eu des soutiens à Hollywood, beaucoup d'ailleurs pour Scarlett Johansson.
parce que acteurs, réalisateurs et autres producteurs, et voire même des studios indépendants qui travaillent avec des plus gros, sont inquiets de la manière dont sortent actuellement les films au cinéma, et ça rejoint un peu ce que je vous disais sur le point pognon. Il y a beaucoup de choses liées à la pandémie, mais aussi liées aux sorties sur plateforme, qui fait qu'aujourd'hui, il va y avoir forcément de nouvelles discussions entre les différents acteurs et actrices. Donc là, je parle de tous ceux qui travaillent sur le film, sur les films. Voilà, à toi. T'en penses quoi, toi, d'ailleurs, de ces embrouilles et de la position de Scarlett et de Emma Stone? Mais il y a aussi Emily Blunt, notamment. Bah, en fait, le truc, c'est que il y a deux remarques. La première, elle est que les studios se plaignent, à tort ou à raison, que le salaire global de tous les acteurs est trop élevé. Et essayent de les faire baisser et disent que c'est pour ça que de plus en plus de projets, enfin des projets, sont en danger. Il y a eu en fait cet appel d'air, cette aspiration notamment avec Jim Carrey, qui avait fait enfler en fait les salaires et du coup en gros les studios disent ça très régulièrement. Ok. À côté de ça, il y a une situation qui est tellement pourrie et tellement pas du tout rationnelle dans l'équilibre entre les acteurs et les actrices, fait que maintenant, de plus en plus alors je suis pas à Hollywood, donc c'est de ce que je lisais dans les articles, de plus en plus d'agents, en fait, préfèrent prendre des acteurs masculins, ou de prendre des réalisateurs masculins, ou de prendre des scénaristes masculins, parce que comme ils sont mieux payés, et que, en fait, par rapport à leur contrepartie féminine, et que les agents sont payés au pourcentage, c'est plus intéressant pour eux de ne représenter que des garçons. Et donc, quand des studios ouvrent en disant on a un budget pour faire un film, envoyez-nous vos scénarios, en gros, quand les studios font ça, ils appellent des agents pour que les agents envoient des scénarios. Et en fait, il y avait certains des studios qui expliquaient que 9 scénarios sur 10 qu'ils recevaient étaient des scénarios d'hommes. Non pas qu'il y a 9 hommes scénaristes sur 10, mais c'est juste que comme les agents gagneraient plus si c'était un scénariste homme qui était embauché, ils gagneraient plus. Donc en fait, la situation est complète. Moi, je veux bien croire qu'il y a peut-être eu des méchants, etc., qui ont favorisé les hommes aux femmes. Mais là, tout de suite, on a un moment où c'est le système entier qui est en train de tourner en boucle et c'est complètement auto-pourri. Les agents, ils font leur travail de juste gagner leur argent. Donc eux, ils favorisent les hommes pour cette raison-là. Donc en fait, c'est juste que là, c'est le genre de moment où il faudrait réguler le système, que ce soit une volonté d'État ou les studios qui se mettent d'accord entre eux, parce que je veux pas croire que il n'y ait pas autant de bonnes idées qui sortent des hommes que des femmes. Et donc si on a plus majoritairement d'hommes scénaristes, par exemple, hein, puis c'est pareil pour plein d'autres trucs, qui sont embauchés, bah ça veut dire que les bonnes idées qui sont de l'autre côté de la barrière, on les voit pas. Donc c'est dommage en fait, c'est nous spectateurs qui sommes appauvris par ce système. Donc voilà. Donc moi, c'est ce que je suis en train de vous dire, c'est un truc qui était déjà dans des articles il y a presque une dizaine d'années. Il y a eu beaucoup de presse là-dessus il y a au moins 5-6 ans. Et tous les ans, ça ressort. Et c'est un problème il faut qu'il le gère. D'ailleurs, petit passage, Chadwick Boseman avait donné de sa paye, c'est pas le seul à avoir fait ça, mais il y en a d'autres, à avoir donné de sa paye à l'actrice féminine qui était sur 21 Bridges, juste parce qu'il était choqué de la faible paye qu'elle avait. Donc en fait, et c'est pas le premier à faire ça, il y a d'autres acteurs masculins qui font ça. Donc, imaginez quoi. Imaginez, vous êtes dans le rôle vous êtes actrice, vous êtes acteur, et c'est votre co-acteur qui vous fait la manche en disant non, t'es trop mal payé, c'est improbable. Enfin, c'est un système qui est complètement timbré. Bah, j'imagine pas arriver dans une société, il y a un autre mec qui est là et qui dit bon, écoute, t'es payé comme de la merde juste parce que t'as les cheveux gris.
Et du coup, j'ai te filé 2 balles à la machine à café tous les jours. Enfin, c'est vraiment, c'est un truc de ouf. Donc voilà, donc Hollywood en est là. Après, on a les yeux sur Hollywood. Il y a peut-être ça, il y a sans doute ça dans plein d'autres choses. De la différence d'équité des salaires qui part en cacahuète au fur et à mesure. Mais là, chez Hollywood, c'est vraiment criant. Et il y a des millions de personnes qui voient le résultat de ça. Bref, bon, je vais pas faire 1000 ans. Mais juste de voir sur la mécanique des agents et comment ça change l'industrie petit à petit, moi je trouve ça super intéressant. Bref. Désolé si j'étais embêtant. Ouais, non, c'était vachement intéressant. Bon, je vais refaire une news parce que ma voix s'est quand même refroidie et il faut pas. Donc je vais vous parler. Moi je préfère faire une news parce que t'en as plus que moi. Non. Donc mieux vaut que je les fasse. Eh bah oui. Et si Alors, j'en du ai coup- plus, il faut que je les enchaîne. Ouais, non pardon. Tu as moins de news que moi et les miennes sont plus courtes. Donc du coup, bon, bah, eh alors, bien, vas-y. je Allez, vais faire... ok, j'ai reparlé, j'ai réchauffé ma voix. Tu peux en refaire une, vas-y. Toute cette vidéo est préparée. C'est une partition qui est exécutée avec brio. Du coup, la news suivante. Les premières reviews sortent en ce moment sur Shang-Chi, le fameux maître du kung-fu de Marvel. Et alors, d'habitude, alors les reviews sont comment, les critiques sont comment. Pour l'instant, elles sont plutôt mitigées. Le film aurait quand même pas mal de défauts. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, de comparer ça à d'habitude. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand il y a un Marvel qui sort ? Les premières personnes qui ont le droit d'aller voir les Marvel sont souvent, et les premières reviews qui sortent, sont quasiment tout le temps dithyrambiques. À chaque film, Ah bah oui. mais écoutez, ce film, King C'est Kong un chef-d'œuvre. versus Godzilla, c'est du jamais vu. Personne n'a jamais vu un singe de cette taille-là. Le truc, c'est que quand il y a un nouveau Marvel, non mais comment ils ont réussi ? Comment ils ont réussi à adapter un comics ? Je veux dire, c'était des pages avec des dessins, ils en ont fait un livre, ils en ont fait carrément un film, c'est fou. Et donc à chaque adaptation, à chaque film Eh oui, qui sort avec mais des gros budgets, pour être invité à c'est vraiment- l'avant-première suivante. ah mais c'est encore une fois, c'est des systèmes qui s'autopourrissent. Mais du coup, le truc, c'est que c'est tout le temps dithyrambique, et là, c'est moyen. C'est genre, le film a quand même des défauts de fond. Et donc je suis, comme ça doit d'habitude, être nul. très, très curieux d'aller le voir. Mais là, ça semble pas bon du tout. Après, il a un super trailer. Il a un super acteur qui joue le méchant. Enfin, il y a vraiment, il y a plein de bonnes choses. Mais la comparaison entre le fait que d'habitude, tout le monde dit 100%, c'est fou, c'est le meilleur film depuis Le Parrain. Et ah bon, t'es sûr Tête 2, t'es sûr et donc en fait, le truc, c'est que au final, il y a là d'avoir un peu de critique, c'est quand même un peu étonnant. Donc j'ai hâte de voir le film et de pouvoir en parler avec l'ami Kerr. Tu sais que je ne crois plus du tout au premier avis d'avant-première depuis Suicide Squad, hein, le premier du nom. Alors là, où tout le monde était dithyrambique en disant non mais c'est incroyable, j'ai eu 25 orgasmes rien que dans la première demi-heure. Et quand tu vas voir le film et que t'as le truc Il faisait en face, sans tu te doute dis, mais autre en fait, chose que regarder le film. Oui, bah Alors. peut-être, mais en tout cas, voilà. Alors moi, je vais vous parler, du coup, vu que j'étais sur Suicide Squad et donc par ricochet Harley Quinn, je vais vous parler d'un film qui va arriver d'ici, un film d'ici et d'ailleurs, hein, comme le disait Cardel. Black Canary, il y aura un film Black Canary sur HBO Max. Oui, il ne sortira pas au cinéma. Alors Black Canary, on l'a vu dans un film déjà, c'était Birds of Prey avec notamment quel Huntress film puis avec Harley Quinn, et le film Black Canary avec Journey Smollett-Bell, qui est une excellente actrice qu'on avait vue, mon cher Greg, dans une série qu'on adore tous les deux, qui était Friday Night Lights. Elle était dans les dernières saisons, et elle crevait l'écran dans les dernières saisons de Friday Night Lights, et c'est celle qui a remplacé Minka Kelly, en gros. Bon, ils avaient pas le même rôle, mais bref. Et on l'a vu récemment dans Lovecraft Country, la série de HBO qui a été acclamée et qui du coup a été annulée par la suite. Bref, Journey Smollett-Bell a joué déjà Black Canary dans Birds of Prey. Elle reprendra son rôle dans un film donc sur HBO Max écrit par Misha Green, qui est la créatrice de Lovecraft Country. Ça, c'est le truc rassurant. On n'a pas d'infos sur le retour ou non d'Harley Quinn dans ce film, puisque Margot Robbie a dit qu'elle avait envie de faire une pause dans le rôle d'Harley Quinn. Et c'est dommage d'ailleurs, je trouve, ou peut-être ça serait peut-être cohérent
avec le fait que James Gunn lui a donné vraiment les meilleures scènes en Harley Quinn qu'elle a eu depuis le début dans The Suicide Squad. Ça, c'est mon avis. Mais moi, je vais dire un truc très con. Bon, comme j'ai pas pu donner mon avis sur Suicide Squad, je le fais un petit peu disséminer ici et là. En tout cas, moi, mon avis sur Black Canary, c'est que ce film ne m'intéresse pas du tout. Et toi ? Pas trop. Pas trop, mais surtout, on se dit qui valide les projets chez HBO Max, parce que pour l'instant, on est plutôt dans du timide, dans du moyen. Non, en fait, moi, ce que j'allais dire, c'est que je pense que Margot Robbie, une des raisons pour lesquelles elle doit être moins super partante pour faire toujours le même rôle, c'est tout simplement que c'est un rôle qui nécessite une préparation physique de ma boule. Et du coup, je suppose que personne ne veut faire vivre ce genre de préparation physique à son corps en permanence. Alors, pour avoir un premier million, je pense que beaucoup de personnes sont prêtes à faire beaucoup de trucs à leur corps. Mais avec Margot Robbie, elle en a plusieurs maintenant, des millions. Et du coup, je pense qu'elle est moins... Elle a envie peut-être de faire des trucs plus comme les films à la Tarantino ou des films où elle montre un peu son talent d'actrice, que des films où elle a vraiment à torturer son corps pour pouvoir garder la forme physique qui, en plus, elle vieillit, cette jeune demoiselle. Donc, moi, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est en train de rentrer de plus en plus en ligne de compte. On voit à quel point des personnes comme Hugh Jackman ou Robert Downey Jr. ont commencé à dire physiquement, c'est pas facile. Et plus ça devient dur, l'entraînement, plus humainement, à un moment, quand on est sur des acteurs qui ont déjà gagné leur bif, comme on dit, moi je peux comprendre qu'il y ait de plus en plus d'envie de changer un petit peu de chemin. Voilà. Anthony Hopkins aussi fait beaucoup moins de films d'action, par exemple. C'est pas faux. C'est pas faux. D'ailleurs, il a oublié où il était quand il a joué dans Phaser. On enchaîne sur la news suivante. Du coup, moi j'ai une petite Fais-moi rêver. Alors, elle va pas te faire rêver, soyons clairs. On va rester plutôt à l'inverse, on va rester très terre à terre. C'est une petite news qui va pas vous intéresser à fond, mais qui a un impact. C'est une news pour vous dire que Blackmagic, donc c'est une marque qui crée des caméras qui sont bas et milieu de gamme, et en fait vient d'annoncer qu'ils sortaient leur première caméra 12K et à seulement $6,000. Alors vous allez me dire, déjà de 1, qu'est-ce qu'on s'en fout ? Et moi je vais vous répondre, en fait, des caméras 12K à $6,000, ça veut dire que alors déjà que c'est beaucoup plus simple pour beaucoup plus de sociétés de production de produire et donc de vendre des films, des séries à nos plateformes préférées. Après, le prix des caméras n'est pas le seul prix. Les techniciens et les acteurs qui vont avec, ça coûte des beaux oufs. Et dans certains cas, ça coûte même hyper cher de faire une veste à Spike Spiegel. Et le truc, c'est qu'en fait, ça veut surtout dire qu'il y a une course à l'armement en ce moment qui est effrénée. On est passé de l'HD au 4K. Il n'y avait pas de contenu 4K de disponible quand c'est passé. Du coup, l'industrie cinéma / high-tech a compris et donc maintenant fait du 8K en faisant sortir les caméras et nous prépare déjà à avoir du contenu déjà filmé en 12K pour quand ils seront prêts à nous vendre les télés. Et alors, accrochez-vous à votre slip ou à votre col en V, comme vous préférez, mais une télé 12K va vraiment falloir être loin de l'écran ou proche de l'écran suivant la manière dont on calcule pour l'apprécier. Parce que là, en fait, c'est genre plus précis que votre miroir. Donc, il y a un moment, il va falloir se poser des questions sur comment ils vont nous rentrer tous ces détails dans les yeux. Mais bref. Donc, du coup, une petite news, mais qui montre un peu l'évolution de l'industrie. Donc, la future nouveauté ne va pas être une nouveauté qui va nous casser le cerveau. Un truc, ça va être 3 fois plus d'images, la 3D, etc. C'est juste tout simplement d'avoir de plus en plus de cas à votre résolution, même si c'est plus forcément utile. Tu voulais enchaîner, mon cher Kerr ? Ouais, alors que quand tu prends l'abonnement classique de Netflix, t'as le droit à du 480p. Alors, moi, je vais vous parler de Dune. Et oui, le film de Denis Villeneuve sort en septembre, ça approche. Il n'y a plus que quelques jours avant de voir Dune en vrai.
l'adaptation du livre de Frank Herbert au cinéma. Et en fait, il y a un énorme enjeu autour de Dune. Donc là, la promo est ultra vénère. Denis Villeneuve fait plein d'interviews, genre il en fait 2-3 par semaine. Vraiment, non, beaucoup plus que ça. Tout le casting aussi, Josh Brolin, etc. Et alors, ils ont déjà un petit peu parlé du premier film. Et globalement, Denis Villeneuve est hyper content d'adapter Dune au cinéma, puisqu'il dit même avoir joui dans le fait de réaliser Dune. Donc, on est content pour lui. Et Josh Brolin, lui parle carrément. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est une annonce de promo, c'est vrai. Mais il dit carrément, mais Josh Brolin, c'est pas le genre de mec à vous dire des bêtises. Josh Brolin, qui accessoirement double Thanos, a dit que c'était un chef-d'œuvre. Donc ça sent des propos de com et de promo. Alors, mais oui et non. Allez, on a envie d'y croire. Oui et Moi, j'ai non, envie parce d'y que croire. Josh Brolin est quand même connu pour avoir réussi à faire comprendre que le film dans lequel il avait joué, il était pas bien. Donc c'est quelqu'un Lequel qui... Josh Parce Brolin. qu'il joue que dans des bons films. Non, C'est ça le problème. Josh Brolin ne joue non, que non. dans des bons films. Non, il a fait des adaptations, je veux pas citer. Je veux pas citer parce que... Ah oui, il va y avoir la Oldboy. police, Il a joué dans Oldboy. Mais il a fait des adaptations qui sont moins bien que d'autres. Il a joué dans Oldboy. Et donc du coup c'est vrai, mais j'ai peur que ce soit juste un bon film, un peu long. Vous savez, ce genre de gros films et tout qui sont pas mal mais qu'on a tendance à oublier. Moi, je pense pas du tout. Et il résisterait pas à une hype sur Vénère. En plus, le film, qu'est-ce que tu peux faire pour faire plus de hype? Le film, il est tout le temps reporté. Les acteurs en parlent en disant qu'ils ont adoré être dessus. Et il est encore reporté. Enfin, moi, j'ai vraiment peur que la hype tue le film. Donc, je me dis juste, Mais on s'en ça va fout, être pas mal. Si, Il y a Jason non, mais Momoa. attends, s'ils sortent le film, Ce sera beauf. s'ils sortent le film et qu'ils adaptent correctement le bouquin, on va se manger un uppercut dans la tronche. Ouais, le mais bouquin est extraordinaire. Il y a bouquin est moyen, long, avec quand même. ce que raconte le bouquin, de faire des scènes qu'on n'est pas prêt d'oublier. Ouais, et mais le casting bouquin est long. extrêmement rassurant. Ah, mais le casting est incroyable. Le casting est incroyable. Le réalisateur promet des trucs de ouf, mais en même temps, moi, je m'inquiète sur le sens du rythme. Mais enfin bref, on verra. Non, Et j'ai pas fini. Attends, il y a plein d'autres infos sur Dune. Pas trop. Retirez les lettres qui étaient en trop. Et peut-être qu'on ne sera pas déçu. Voilà, alors, il y a d'autres infos sur Dune. Attention, parce que là, du coup, Denis Villeneuve parle et il dit plein de trucs. La suite est prévue. Elle serait mise en chantier dès 2022, tournage fin 2022. Le scénar est actuellement en train d'être écrit. Ce qu'il faut savoir, et là on en sait un peu plus, c'est qu'en gros le livre initial de Frank Herbert va être divisé en 2 parties. Et Villeneuve a dit un truc qui est très intéressant, c'est que la seconde partie sera centrée sur le personnage de Shani, donc joué par Zendaya, et moins sur Paul Atreides, donc joué par Timothée Chalamet. Alors, pour avoir lu le bouquin, je ne sais pas trop comment il va faire, mais je lui fais confiance. Par contre, il a dit un truc qui est plutôt cool. Il a dit que la Warner et Legendary étaient hyper contents du film l'année dernière, mais il a quand même fait comprendre que si c'était un flop au niveau du box-office, eh ben, il y aurait pas de suite. Donc, en gros, on pourrait avoir Dune. Le film t'en envoie plein la tronche, casting de ouf, réalisateur de ouf, pas de suite. Mais vraiment, ça s'arrête parce que là, concrètement, s'ils arrêtent le film en 2, il y a pas de fin. À la fin du premier, il n'y aura pas de fin du tout. Et autre info qui est intéressante, donc allez voir Dune. Autre info intéressante, Denis Villeneuve a dit qu'il ne comptait pas s'arrêter là et qu'il envisageait une trilogie en adaptant. Herbert a écrit d'autres livres sur l'univers de Dune et il veut adapter le Messie de Dune, qui est donc le deuxième. Et je vous parle absolument pas de l'histoire, sinon je vais absolument tout gâcher les 2 films Dune. Donc voilà, mais en gros, voilà. On part sur potentiellement une trilogie si tout se passe bien. Villeneuve a quand même essayé d'être rassurant en disant que vraiment, il faudrait vraiment que le film floppe totalement en box-office pour qu'il n'y ait pas de suite, parce que la Warner veut vraiment faire une suite. Et après, il y a quand même un truc qui est intéressant, et après tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas, mais la Warner, donc là, pour le film, ça va être sur HBO Max. C'est quand même une plateforme qui vient de se lancer, qui a l'image de marque d'HBO derrière.
C'est leur premier très très gros film, très très grosse licence adaptée sur HBO Max. Si ça se plante et que derrière, ils laissent les spectateurs sans suite, en termes d'image, c'est catastrophique, je trouve, pour HBO Max. Et je me demande même s'ils seraient pas capables d'aller faire la suite, même si le premier a pas été une énorme réussite. Parce qu'en plus, avec le fait qu'il y ait le piratage illégal, plus le fait que on a les abonnés des HBO Max qui pourront le regarder, peut-être qu'au moment où sortira le 2, beaucoup de gens ont vu le premier, iront voir la deuxième partie. Autre info sur Dune, et c'est la dernière, et tu me donneras ton avis après. Le film sort un mois avant en France, en septembre, alors qu'il sort en octobre aux États-Unis. Alors t'en penses quoi là? Ils peuvent tout annuler le projet ou t'y crois pas? J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. J'ai hâte de voir. Alors Villeneuve a dit qu'on le saurait en fin d'année, au moment des fêtes, si c'est annulé ou pas. Bon, après, si c'est un succès au box-office, ça sera réglé très vite. Hein. Dès fin octobre, c'est bon. On sait si le 2 sera là ou pas. Surtout que la boîte qui appartient à HBO Max, elle a des problèmes financiers. Hein. Donc, je pense qu'ils font des gros projets que si ils en sont très très sûrs. À toi, news suivante. Alors, la news suivante, mon cher Kerr, c'est ta news préférée. Je vais parler de Legends of Tomorrow. Et en préparant l'émission, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe du côté de Legends of Tomorrow? Ou plus précisément, Legends of Tomorrow est venu me voir dans le flux d'actualité. Et en fait, j'ai appris que la série était maintenant, donc elle est dans sa saison numéro 857, sans doute, approximativement. Et en fait, c'est John Constantine qui prend le lead de la série. Et j'ai trouvé ça incroyable que ce soit un personnage, un acteur d'une série annulée, qui a été rappelé par les fans, qui va qui est rappelé par les fans pour aller dans une autre série, et au final, c'est lui qui s'en sort. Alors, 70 long sur le fait que DC ne sait pas ce qu'il fait, enfin, ne savent pas ce qu'il fout. Et ou alors ça en dit long sur le fait que c'est un personnage qui a un capital sympathie juste incroyable. Moi j'aime pas cette présentation de l'acteur. Moi j'ai bien aimé le film de Constantine avec Keanu Reeves. Je sais que c'est un film qui a complètement bidé, mais moi je l'aime beaucoup. Et du coup, j'ai trouvé ça dingue. Vous imaginez vraiment une série abandonnée comme ça, pouf, et il y a un personnage qui se barre et qui devient le personnage principal d'une série qui existait déjà avant lui. Bon, enfin bref, je voulais juste vous en parler comme ça. J'enchaîne direct avec une autre news série pour vous dire qu'il y a Terminal List qui est une nouvelle série qui sera diffusée sur Amazon Prime Video et avec Chris Pratt qui va toucher un petit chèque. On parle de 1,4 million de dollars par épisode. Jusque-là, normal. Ce serait une estimation de 4 fois le salaire d'Henry Cavill par rôle de The Witcher, donc qui était déjà plutôt une belle somme. Donc j'ai envie de dire Chris Pratt, pas de souci. Et donc The Terminal List, de quoi ça parle? C'est un ancien méga spécialiste, un méga SEAL, je crois, de l'armée américaine. Et quand il revient au pays, eh bien, il a des doutes de est-ce qu'il est en train de voir une conspiration devant ses yeux, ou est-ce que c'est son syndrome post-traumatique qui fait qu'il est complètement perturbé? Eh bien, nous saurons savoir si on regarde une série sur juste quelqu'un qui a des idées pas claires, ou si c'est une série qui a une conspiration américaine déjà derrière. Alors, j'ai envie de dire, comme ça, moi j'ai mon idée sans avoir vu, mais on va voir. Et c'est une adaptation d'un livre, d'un best-seller qui était fait par Jack Carr. Voilà, si vous voulez déjà avoir la fin avant de regarder la série. C'est à ton tour, mon cher Kerr. Alors, tu parlais de combien gagne Henry Cavill sur The Witcher, donc 400 000 $. Pedro Pascal sur The Last of Us pour jouer Joel va toucher 600 000 $ par épisode. Alors, il y a eu plein d'articles pour dire que c'était des sommes démentielles, c'est les acteurs les mieux payés de l'histoire. C'est n'importe quoi. Il y a des acteurs qui ont été bien plus payés que ça. Et c'était par pas épisode. 1 million par acteur de Friends dans les dernières saisons? Alors si, à la fin, certains acteurs, il y a des acteurs d'urgence, alors qui n'avaient pas autant
par épisode, mais comme la saison durait 24 épisodes, il y a ça aussi qui est à prendre en compte. Hein. Du coup, il gagnait énormément d'argent. Il y a des sitcoms US qu'on regardait pas du tout. Nous, dans les années 90-2000, où les acteurs ont été payés également une fortune. En fait, dès que l'acteur vraiment tient la série par les coucougnettes, comme par exemple le casting de The Big Bang Theory, s'il menace de partir et que la série s'écroule, eh ben la chaîne paye énormément, et on l'a vu hein, pour Friends notamment, et pour Big Bang. Donc oui, ils sont payés beaucoup. Je sais pas combien il y a d'épisodes dans la série de Chris Pratt, mais on peut penser 6-8, tu vois. Donc au final, il sera moins payé que Léonard de Big Bang Theory pour la dernière saison de Big Bang, tu vois. Donc il faut relativiser, je pense. Voilà. Bon, j'ai pas les chiffres en tête, donc ça tombe, j'ai dit des bêtises, mais ce qui est sûr, c'est que 400 000, 600 000, c'est pas du tout les plus gros salaires. Moi, je suis sûr de mon million pour les acteurs de Friends. De quoi ? Moi, je suis sûr de mon million par acteur de Friends, par épisode. Oui, il y a des max. acteurs qui ont eu, mais il y a eu plusieurs séries hein, où les acteurs ont été payés plus d'1 million. Mon oncle Charlie, etc. Les salaires étaient très très élevés hein, pour le casting. Alors moi, j'ai passé à une autre news où je vais vous parler d'Iron Heart. Iron Heart, c'est une des séries Marvel qui est prévue, une série donc pour Disney+. Alors, qui est Iron Heart ? C'est le personnage qui est censé remplacer donc Iron Man dans le MCU. Alors, le personnage est un peu différent, bien évidemment, mais en gros, dans l'esprit, voilà, Riri Williams, son prénom, va remplacer numériquement, j'ai envie de dire, le personnage d'Iron Man. Et on le savait, elle avait sa série qui était prévue, qui avait été annoncée donc lors du Disney Investor Day, le dernier en date. Mais elle a eu un court-métrage même sur Disney qui a été diffusé il y a 1 an, si je me trompe pas, sur Disney+. Je crois qu'il est dans les X-Men de Marvel Verse, là, ils avaient fait un épisode sur elle, de souvenir. Peut-être, ça j'ai pas vu. En tout cas, Kevin Feige, le Big Boss, a annoncé que elle allait faire son apparition dans le MCU, dans le film Black Panther 2, donc Wakanda Forever. Elle va être incarnée par Dominique Thorne, qu'on a vu dans le film qui était notamment primé aux Oscars, Judas and the Black Messiah. Donc voilà, pour ce personnage, Iron Heart, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je reste sur Marvel, mais attention, je fais une non-news. Tu es prêt ? C'est une non-news. Pourquoi ? Parce que on sait tous qu'il y a Captain America 4 qui est prévu. Donc ça, c'est officiel. Mais il n'y a pas de confirmation officielle que Anthony Mackie reprend le bouclier dans Captain America 4. Alors qu'on le sait tous, ça, qu'il le reprend. Mais ça n'a pas été dit officiellement. Et ben, d'après Deadline, il a signé un contrat avec Marvel, mais ça n'est pas officiel, donc c'est une non-news. On ne sait pas non plus si Sebastian Stan reprend son rôle de soldat d'hiver dans le film. Donc toujours non-news. Et on ne sait pas qui sera le réalisateur. Donc là, on est vraiment dans la non-news. Ceci étant dit, Sebastian Stan, ça c'est une vraie news, va jouer Tommy Lee dans une mini-série sur Pamela Anderson et Tommy Lee. C'est Lily James qui va jouer Pamela Anderson. Les deux sont apparus sur des photos. Ils sont méconnaissables, c'est incroyable. À toi. Tu m'as bloqué complètement sur une série, sur Pamela Anderson. Déjà, l'actrice, elle est has-been, alors une série sur... Enfin, ok. Mais c'est sur la relation qui, à l'époque, dans les années 90, au moment d'Alerte à Malibu, faisait énormément parler entre Tommy Lee, je crois, qui est musicien, ah ouais, c'était un truc de fou, et Pamela Anderson. On ne parlait que de ça. J'ai du mal, sur cette décennie, à me souvenir d'un autre sujet qui a été abordé. Tu sais que si la série marche bien, il y aura une série sur Pamela Anderson et Adil Rami. Quelle belle histoire. Du coup, on enchaîne avec Kevin Feige toujours, qui annonce un truc, qui dit un truc qui est plutôt marrant. Donc évidemment, c'est Kevin Feige, donc la presse lui pose en permanence des questions. Et est-ce que tu vas adapter le personnage numéro 857 d'Iron Man ? Et donc en fait, le truc, c'est qu'il a toujours des questions, il répond toujours de la même manière. C'est toujours possible. Donc ça... Sauf que là, il y a une question, moi, qui me paraît un peu plus marrante qu'une autre. C'est des personnes qui disent, est-ce que comme dans les... qui est posée à Kevin Feige, est-ce que
comme dans les comics, il y aura un jour un crossover entre Marvel et DC. Et du coup, la machine Kevin Feige s'est mise en marche. Nous ne pouvons jamais jurer de rien, et donc il est entièrement possible d'avoir ce genre de film à l'avenir. Donc, je trouve ça plutôt marrant. Alors, c'est la même réponse, donc il faut faire attention à tous les sites un peu sensationnalistes qui disent « Kevin Feige dit que ça peut être possible !» Oui, il répond la même chose. Si vous demain, vous lui dites « Est-ce qu'il y a potentiellement un film sur Marvel avec l'adaptation de Tommy Lee et Barbara, machin ?» Le truc, c'est que... Non, Pamela. Et Pamela, ouais. Et le truc, c'est qu'au final, mais c'est juste que c'est marrant, qui parle du coup de Marvel et de DC, c'est vrai que ça serait plutôt pas mal de voir Batman filer des nions comme ça à Doctor Strange. Peut-être même que le multivers nous ramènerait pour une scène Iron Man, ce serait étonnant. Donc voilà, juste une petite anecdote marrante. Et pourquoi est-ce qu'il en parlait ? C'est parce que des gens lui posaient des questions sur James Gunn et de son passage donc de DC avec le Suicide Squad 2 entre parenthèses, et du coup son retour sur les Gardiens des Galaxies. On enchaîne avec une autre petite news, je tiens à vous le dire et surtout vous prévenir. Il y a un trailer qui a leaké de Spider-Man No Way Home. N'allez pas le voir, ne cherchez pas l'information, ne cherchez pas à le voir. Oupi ne nous met pas des extraits. Je vois Oupi. Ne nous met pas des extraits. En fait, le trailer et j'ai vu quelques images. J'ai vu un extrait de l'extrait. En fait, c'est quelqu'un qui, ce qui a leaké, c'est quelqu'un qui donc a sur son téléphone le trailer non fini. Donc, c'est-à-dire que les immeubles sont des gros rectangles 3D monocouleurs avec les personnages qui parlent. Donc, ils viennent juste de retirer le fond vert. Et c'est quelqu'un qui filme le téléphone de quelqu'un qui n'a pas les trucages. Enfin, c'est la pire manière de découvrir le truc. Voilà. Donc, ne le regardez pas. Moi, je l'ai regardé. J'ai eu l'impression qu'il y a rien de dingue en plus à découvrir. Non. Donc, ça vaut pas le coup de vous casser le truc dessus. Ne le regardez pas. Vous avez l'info, mais vous savez que vraiment, ce serait hyper décevant. Comme ça, c'est assez beau. Tu voulais dire quoi, mon cher Pierre ? J'ai le droit de dire quel personnage on voit beaucoup dans le trailer ? Ouais. Qui a été annoncé, hein. C'est officiel. Hein. Ouais. C'est Doctor Strange. On voit beaucoup Doctor Strange dans le trailer. Et en mode vraiment remplaçant d'Iron Man en mentor de Peter Parker. C'est vraiment présenté comme ça. Alors moi, je vais vous parler d'un film qui est un peu plus indé. Parce qu'il y en a marre de tous ces films qui sentent le dollar et les super-héros et puis la testostérone. Puisque en fait Sylvester de son prénom Stallone a annoncé sur Instagram qu'il y aurait un spin-off d'Expendables. Donc vous étiez là en train d'attendre frénétiquement l'annonce de Expendables 4. Ce qui est étonnant d'ailleurs parce que le 3 était vraiment mauvais. Mais non, il y aura un spin-off de Expendables et figurez-vous que ce spin-off sera centré sur le personnage de Christmas. Alors vous allez me dire, c'est qui Christmas dans l'univers du Expendables ? Eh ben, c'est le meilleur des acteurs de la saga et un des meilleurs acteurs de l'univers. C'est Jason Statham qui aura donc son film dans son film Expendables. Et ça, franchement, c'est super cool. Entre Pamela et Expendables, on est Back to the Future. Mais en fait, Jason Statham, la question, c'est que il fait des films. Derrière, il fait des films qui sont les équivalents des films direct ou DVD d'il n'y a pas si longtemps. Vous savez, cette époque où il y avait les loueurs de DVD. Et en fait, Jason Statham, c'est le king du truc, quoi. C'est le king des directs ou DVD. Mais il les fait mieux qu'à l'époque. C'est pas vrai. Mais il les fait mieux qu'à l'époque. C'est Nicolas Cage. Non, Nicolas Cage, c'est fini. Nicolas Cage, il y a les directs ou DVD et il y a les films qui sont offerts par les vendeurs de DVD dans le métro. C'est vraiment un délire complètement différent, Nicolas Cage. C'est next level. T'as vu Pig ? Alors, t'as entendu parler de Pig ? C'est un film où en fait il est éleveur de cochons et on lui vole son cochon préféré. Ouais. Et du coup, ça te fait penser à un film ? Mais non, en fait, mais c'est le film, c'est le sujet. En fait, c'est John Wick. Ouais, voilà. Mais c'est John Wick. On a tué son chien, il tue tout le monde.
Et là, c'est Nicolas Cage, on a volé son cochon, du coup, il va se manger et récupérer son cochon. Mais tu sais que j'ai vu un film de lui il y a pas très longtemps où en fait il est embauché pour faire le ménage dans un parc. Non, mais c'est l'angoisse. Pas d'attraction, c'est un truc d'horreur. C'est l'angoisse. Et il ne parle pas du film, mais il dit pas un mot. Et en fait, les automates de cet endroit sont possédés et tuent tout le monde. Et Nicolas Cage tue tous les automates les uns après les autres. Et il ne dit pas un mot du film. Voilà. C'est Nicolas Cage, c'est vraiment quelqu'un de très C'est bien. une expérience, ouais. Mais en fait, le truc, c'est que. Mais par contre, t'as critiqué lui, le mec, Statham, il mais s'est je suis dit, pas content. moi, vous allez au travail tous les jours, moi je vais au travail tous les jours. C'est un mauvais film qui me file, je m'en fous, je vais au travail tous les jours. Il a raison, après tout. C'est juste que. C'est un super grand acteur, Nicolas Cage. Hein. Les premiers films de Nicolas Cage qui l'ont fait connaître, c'est un acteur de ouf. Et il y a eu un dérapage. Je suis même pas sûr parce qu'il joue encore bien. Hein. Et le film de pseudo-film d'horreur avec les couleurs là, dont j'ai oublié le nom, il joue pas mal. Et regardez l'épisode de Brooklyn Nine-Nine où donc Jack et Kevin sont enfermés dans une maison par Holt et où ils ne peuvent que regarder des films de Nicolas Cage. C'est très très drôle. Voilà, dans Brooklyn Nine-Nine, dont la dernière saison malheureusement vient de commencer. Mais t'as critiqué Statham, je suis pas d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je tiens à faire amende honorable. J'avais défoncé le film The Meg, tu sais, avec le requin géant là. Ouais. Et en fait, il vient de sortir sur Netflix. Je l'ai revu et je confirme, hein, c'est vraiment nul. Ah ouais. Voilà. À toi. Non mais après le truc c'est que tu sais, on en a déjà parlé. On aime bien Jason Statham. Hein. Moi j'adore Jason Statham. Le truc c'est qu'il a fait plein de bons films. Tous les films qu'il a fait à l'origine de après qu'il arrête le plongeon olympique et qu'il se mette vraiment au cinéma. Le truc c'est que tous ces films qu'il a fait en Angleterre, il y en a beaucoup de bons. Non, mais c'est un acteur qui... Ouais, c'est un acteur qui a su faire des bons films, mais c'est juste qu'il enchaîne de ouf. Il enchaîne de ouf, et dans le tas, il y en a qui sont vraiment nuls, quoi. Bah, il y en a pas tant que ça, je suis désolé, à part The Meg. Cite-moi des mauvais films de Statham. Ou Statham est mauvais. Non, mais en fait, le truc, c'est que la vidéo, elle va dépasser l'heure. Les gens ont peut-être autre chose à foutre. C'est pas grave, Jason mérite qu'on parle de lui au moins une heure. Ouais. Bon, vas-y, allez, ta news suivante. D'ailleurs, petite anecdote qui est pas très intéressante, mais moi qui m'avait plu à l'époque, c'était Jet Li dans The One, qui donc joue avec Jason Statham. Et Jet Li disait, star du kung-fu, super entraîné, machin, et il expliquait Jason Statham et tout. Non, mais vraiment, quand on a commencé à faire les premiers entraînements physiques, il était quand même next level physiquement par rapport aux autres acteurs. Tu m'étonnes, le mec, c'était un sportif de haut niveau et il n'a pas besoin de faire semblant d'être un sportif. Le mec était un sportif de haut niveau. Donc c'est sûr que Jet Li, à qui on filait à l'époque que des acteurs rincés qui devaient faire style, c'était des sportifs, il a dû avoir un choc. Et donc voilà. Et du coup, les deux se sont visiblement très bien entendus, de ce que j'ai compris, sur les scènes. Et voilà. Film sympathique, sans plus. Ouais, comme d'autres films de Jay-Z Statham. J'ai envie de dire si ma scène préférée avec Jason Statham. Ouais. Ma scène préférée avec Jason Statham, c'est la scène de la chapelle dans Expendables 1. Voilà. Les fans reconnaîtront. Moi, je sais pas du tout de quoi il parle. Mais donc... il met des coups de pied. Okay. Mais il met des super. Non mais t'en parles, on sent que c'est émotionnel. Non mais tu t'en mais oui. Il met des coups de pied, le truc. C'est comme des gens qui parlent à la scène d'Amélie Poulain. Et là, elle prend un aveugle dans la main et elle lui met, elle lui décrit tout. Et c'était un moment magique, tu vois, dans le cinéma. C'était fou. Et Kerr, c'est pareil. Statham, il met des coups de pied. Tu te rends pas compte. C'était un autre cinéma. Bon, vas-y, ta news suivante. Non, j'ai fini. C'est à toi. Bah, moi, j'en ai une. Juste pour vous dire que The White Lotus, qui est la grosse et très bonne surprise de l'été série HBO dispo sur OCS en France, et ben figurez-vous que The White Lotus aura une saison 2 en format anthologique, c'est-à-dire un peu comme la American Horror Story ou la True Detective,
C'est-à-dire qu'en gros, ils vont changer tout le casting, ils vont changer d'hôtel et faire une deuxième saison. Il y a une vidéo sur la chaîne, c'est les nouveautés séries où on parle de The White Lotus et où je vous conseille chaudement de regarder cette série qui est une vraie perle. Voilà, je te laisse dire au revoir. Et ciao.